Le congrès du Parti communiste chinois vient de s'ouvrir et il va donner un nouveau mandat de 5 ans à Xi Jinping. Cela va faire de ce dernier l'homme le plus puissant du monde. La Chine n'est pas le pays le plus important, les États-Unis sont encore plus puissants que la Chine. Peut-être que d'ici une génération, le PIB chinois rattrapera le PIB américain. Mais même lorsque ceci arrivera, les États-Unis conserveront en soft power, en alliance stratégique, un avantage sur la Chine. La différence entre le président américain et le secrétaire général du Parti communiste chinois, c'est qu'il y a de nombreux contre-pouvoirs aux États-Unis, au Congrès, dans la presse, alors qu'en Chine, le leader a tous les pouvoirs et Xi Jinping rétablit un pouvoir vertical que l'on ne connaissait pas depuis Mao Tse-tung. En réalité, depuis déjà les années 80, il y avait une règle, c'est qu'un leader ne peut pas faire plus de 2 mandats. C'est Deng Xiaoping qui avait introduit cette règle pour justement se méfier de la concentration des pouvoirs dans les mains d'un seul. Et cette règle a été respectée et a plutôt été utile à la Chine, qui a effectivement connu depuis le début des années 80 une ascension foudroyante et large. Jamais dans l'histoire de l'humanité, un pays n'a connu une telle croissance sur une aussi longue période. Et lorsque la Chine change, c'est le monde qui change. La Chine est passée de 1 ou 2% du PIB mondial à 18 à 20% aujourd'hui. Elle est passée de 10% du PIB américain en 2001 à 70% aujourd'hui. Et donc ce sont tous les équilibres stratégiques qui sont changés. Et Xi Jinping veut réaffirmer son pouvoir et il l'a fait dans une crispation autoritaire parce qu'il y a la crainte chez lui que soulever le couvercle de la marmite, libéraliser un peu plus, déchaîne les forces centrifuges, soit régionales, et on voit du durcissement de la répression au Xinjiang, soit au niveau national, et donc on voit qu'il y a une restriction des libertés, alors que l'on pensait au début de ce siècle que la Chine allant se moderniser, utilisant de plus en plus les réseaux sociaux, allait se libéraliser. La Chine s'est modernisée, elle ne s'est pas libéralisée, elle ne s'est surtout pas occidentalisée. Elle garde ses intérêts propres, elle ne va pas suivre l'agenda des États-Unis, elle va au contraire contester le leadership mondial. Ce qui a changé, c'est que le pacte entre Washington et Pékin a été rompu. Ce pacte était que la Chine ne remettait pas en question la suprématie mondiale américaine et les États-Unis ne venaient pas contester le régime chinois. On voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'attaques sur l'atteinte à la démocratie, sur la restriction des droits de la part des États-Unis et Washington présente la nécessité de faire une coalition des démocraties contre l'axe des pays autoritaires autour de Moscou et Pékin, avec parfois Téhéran en prime. Mais en réalité, s'il est indéniable qu'il y a des restrictions aux libertés en Chine, il est également peu douteux que ce n'est pas le problème majeur des Américains, qui se sont très longtemps accommodés des restrictions de liberté en Chine. Lorsque Nixon et Kissinger lancent une alliance de fait avec Pékin, la Chine n'est pas une démocratie. Lorsque Clinton encourage les entreprises américaines d'investir en Chine, c'est juste après Tiananmen. Et donc ce qui gêne en fait les États-Unis, c'est que ce pacte a été rompu. Deng Xiaoping disait attendre son heure et cacher sa force. Xi Jinping réclame effectivement d'être numéro 1. Quand est-ce que la Chine doublera le PIB américain? À terme, cela paraît inéluctable, mais il y a quand même des problèmes en Chine. Le premier, c'est la gestion du Covid. Ça a été un avantage. Le Covid est apparu en Chine et dans un premier temps, la gestion du Covid par les autorités chinoises a paru plus efficiente, plus efficace que dans les autres pays. Prolonger le zéro Covid tel qu'il est, qui enferme la Chine, qui empêche finalement non seulement les Chinois d'avoir des échanges normaux avec leurs correspondants, cela isole un peu la Chine, non seulement physiquement, mais également intellectuellement, également économiquement. Et donc cette politique zéro Covid peut coûter à la Chine, elle vient être un frein au développement et au frein aux échanges, qui sont indispensables pour le développement d'un pays. Il y a aussi un vieillissement de la population. La Chine a abandonné la règle de l'enfant unique. On peut même avoir maintenant 2 puis 3 enfants. La natalité ne reprend pas pour autant, mais là, il y a un problème qui concerne ce type de société asiatique, mais aussi occidentale. Il n'y a pas plus d'enfants en Corée du Sud et en Japon, parce que tout simplement, les gens considèrent qu'avoir un enfant coûte très cher et qu'en avoir 2 bien, viendrait finalement attenter à la soif de consommation. Et puis un mot sur, beaucoup disent que la Chine est un pays totalitaire. Ce n'est plus le cas, il ne faut pas se tromper sur les mots. La Chine est un pays autoritaire, il y a de la répression, mais ce n'est plus un pays totalitaire, comme du temps de Mao Tse-tung, où
tout le monde devait s'habiller pareil, où les loisirs même étaient choisis par les dirigeants et au sein de la cellule familiale, on ne pouvait pas critiquer le régime de peur d'être dénoncé par son conjoint ou par ses enfants au responsable local du Parti communiste. Est-ce que la Chine est un ennemi ou un rival? Les Américains voudraient que les Européens les rejoignent dans la croisade anti-chinoise. Il n'est pas certain que ça soit l'intérêt des Européens. Il faut bien sûr défendre nos intérêts économiques par rapport à la Chine, défendre notre souveraineté, exprimer nos désaccords avec les Chinois, mais nous n'avons pas face à Pékin le même agenda que les États-Unis, et le fait de voir de plus en plus dans les communiqués de l'OTAN apparaître la Chine n'est pas dans la zone OTAN, ce n'est pas un ennemi au sens militaire du terme, c'est un rival économique. Ça peut parfois être également un partenaire. Et là, il y a un enjeu majeur pour les Européens de résister à la pression d'être enrôlés dans cette croisade anti-chinoise, pression plus importante encore depuis le début de la guerre en Ukraine. Il faut voir la Chine telle qu'elle est. Elle peut être un modèle attractif pour de nombreux pays, mais il y a aussi des pays en Afrique, en Asie, en Amérique latine qui se disent oui, c'est bien d'avoir un partenaire de plus, mais il ne faudrait pas que l'échange soit trop inégal. Il y a le piège de la dette, il y a la razzia de la Chine sur les matières premières. La Chine pose un défi, et ce défi, il faut le relever, mais ce n'est pas avec des jugements moraux à l'emporte-pièce ou des condamnations purement verbales que l'on traitera du défi chinois. Il faut également voir la Chine comme tout problème stratégique avec les yeux du réalisme.